Bien, bah, écoutez, bonjour à ceux éventuellement que je n'ai pas salué tout à l'heure s'ils n'étaient pas là ou si je ne les ai pas vus. Je vais faire une session sur DB2, SQL. Je l'ai intitulé 30 trucs et astuces en 60 minutes, donc ça veut dire à peu près un toutes les 2 minutes. Voilà. Donc j'en ai effectivement fait 30. Mais bon, ça fait beaucoup 30 en fait. C'était trop tard quand je l'ai fait, j'avais déjà mis le titre. Mais alors, on va voir un certain nombre de choses, je ne vais pas les détailler ici, mais globalement, il y a forcément des choses que vous connaissez. Moi, ce qui m'intéresserait à la limite, c'est qu'on fasse, je ne dis pas un petit jeu, mais que vous me disiez à la fin combien vous en connaissiez sur les 30, juste pour que j'ai une idée à peu près. Voilà, donc il y a des choses qui sont très anciennes, il y a des choses un petit peu plus récentes, il y a des choses moins courantes, je pense. Bon, voilà, l'idée c'est de voir un petit peu ce que l'on peut faire avec SQL DB2. Ça a beaucoup évolué ces dernières années. Donc il y aura du SQL, je dirais, pur, hein, c'est-à-dire des fonctions, des clauses, et puis il y aura aussi un petit peu d'ACS et de VS Code. Voilà, on va parler, je vais vous faire voir quelques exemples en fait sur VS Code et sur ACS aussi. Donc des choses qui me paraissent intéressantes, après chacun le voit comme il l'entend. En complément de cette présentation, Birgitta Hauser fera cet après-midi un topo donc, sur les outils de SysTools, donc les services SQL de SysTools. Donc moi, j'en parlerai pas du tout. Hein, donc tout ce qui est envoi d'email, génération de feuilles Excel, etc., c'est elle qui fait un topo que sur ça, enfin sur tous les outils de SysTools cet après-midi. Elle fera aussi un topo, donc je vous l'ai expliqué ce matin, mais voilà, sur tout ce qui est transformation de ligne en colonne, de colonne en ligne, de windowing, de pivot. Voilà, il y a un topo là-dessus. Et puis on a un topo aussi donc, sur les services SQL pour l'IFS, dans le cadre de Common, donc 2 fois 1 heure. Donc on va assez loin là quand même sur ce topo-là. Et puis sur le catalogue de DB2, qui est fait par Pierre-Louis Berthmin. Les 3 autres sont faits par Birgitta Hauser. On en profite qu'elle soit là pour vous proposer le plus de sessions possible. Alors c'est parti, je les ai numérotées, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 30. Alors il y a des choses que vous connaissez certainement déjà. Hein. Vous savez que vous pouvez faire la clause limit et la clause offset dans une instruction select. Hein. Donc le limit, ça permet de limiter le résultat à un certain nombre d'enregistrements. Le offset, ça permet de sauter les n premières lignes. Hein. Donc pendant les y premières lignes, si je reprends ce que j'ai mis ici. Donc on peut l'écrire de différentes façons. Un limit 5 offset 0 par exemple pour afficher les 5 premiers enregistrements de la page, ou limit 0,5, donc la première valeur c'est la valeur de l'offset, la deuxième c'est celle du limit. Ça nous permet de faire de la pagination dynamique, ça. Hein. Je vais afficher la première page, puis la deuxième page, puis la troisième page, la quatrième page, etc., en faisant varier la valeur de offset. Hein, vous fixez votre limite, votre taille de page avec le limit, 5, 10, ici j'ai fait 5 par exemple. Et puis après, en faisant varier en fait la première valeur ici, la valeur de l'offset, eh bien première page, deuxième page, troisième page, etc. Énième page, donc, quitte à envoyer le numéro de page sous forme de variable, donc dans un SQL RPG par exemple, ici 2 points page, petit calcul pour calculer le numéro de page, et ça vous permet de faire de la pagination dynamique, donc d'afficher la page numéro n. Donc là, je l'ai mis sous forme d'une variable. Après, on peut encapsuler ça soit dans une procédure, soit dans une fonction. Donc ici, j'ai fait une petite procédure stockée qui permet d'aller afficher la liste des employés à partir, donc, on va fournir en paramètre donc, le numéro de la page. Donc c'est exactement la même chose que ce que je viens de vous faire voir, mais avec un curseur, en fait, où on va calculer la valeur de l'offset ici, qu'on a récupéré en paramètre. Et donc quand je vais appeler ma procédure, je lui passe le numéro de page. Voilà, je veux afficher la page numéro 3, je veux afficher la page numéro 8, etc. etc. Donc close, limit et offset, que j'ai encapsulé ici dans une procédure, peut-être mieux à encapsuler dans une fonction table, donc dans une UDTF, pour que vous puissiez ensuite vous en servir dans un select, quoi. Parce que
Les procédures, c'est bien, mais ça s'appelle par un call, donc c'est difficilement ensuite joignable avec autre chose, par exemple. Donc le mieux, c'est de l'encapsuler. Oups, oui. Il y a un petit décalage entre ce que je... Ouais. De l'encapsuler dans une fonction table. Vous passez donc le numéro de page en paramètre, hein, donc, et vous faites un select sur la fonction UDTF en question, en lui passant le numéro de page. Hein, donc ici, fonction liste des employés, et ça va m'afficher la page numéro temps. Bon voilà, si vous ne connaissiez pas limit et offset, mais c'est quand même très très ancien, je voulais surtout vous faire voir le fait qu'on pouvait faire de la pagination dynamique, et éventuellement encapsuler ça donc, dans une fonction, hein, donc create function, qui va retourner une table, donc ce qu'on appelle une UDTF, hein, donc, ou fonction table, c'est la même chose, ou alors dans une procédure, hein, par un create procédure, où on va retourner en fait donc, ce qu'on appelle un résulset. Donc je vous rappelle, les procédures peuvent renvoyer un ou plusieurs résulsets. Et les fonctions table renvoient une liste d'enregistrements, donc avec un ou plusieurs enregistrements, et c'est vous qui définissez la structure de la table qui va être renvoyée. Donc on appelle ça les fonctions table, et les fonctions table, on les appelle en mettant select blablabla from table, et ensuite le nom de la fonction. Question. Oui, je vous écoute. Okay. En fait, est-ce que quand on va exécuter la requête, est-ce qu'il va récupérer toutes les informations et ne donner que ce qu'on lui a donné, les limites, ou bien il va juste aller récupérer dans la table les informations et compiler à chaque fois en fait? S'il store toutes les informations ou pas oui. Tout de même. Oui. Il te donne la page, mais s'il store la totalité. Il stocke forcément tout, hein, parce que dans la requête SQL, il fait tout, hein, donc il fait d'abord le select, ensuite le where, le group by, etc., etc. Et une fois qu'il a la liste de toutes les colonnes, il ne prend que la page qui contient, hein, donc qui va bien. Le limit et le offset sont faits à la fin, hein, donc une fois que le résultat est créé. Merci Pascal. Deuxième petite chose, le limit, le offset, on peut aussi on peut le spécifier sur les clauses delete et update, pas uniquement sur la clause select. Ici, par exemple, j'ai dit que je voulais supprimer les 100 plus anciennes commandes. Ou dans un fichier log, je veux supprimer régulièrement donc, les 100 dernières logs. Donc, voilà. Donc, sur l'update delete, donc, ici j'ai ordonné par date de commande, et j'ai dit un limite 100, donc, pour qu'il me supprime donc, les 10 plus anciennes, puisque j'ai classé en fait donc, de façon croissante sur la date de commande. C'est valable aussi donc, sur l'update. Vous voyez ici, je veux mettre à jour la table des fournisseurs pour indiquer oui en fait dans une colonne que j'ai appelée top fournisseur. Pour les 10 fournisseurs qui ont fait le meilleur chiffre d'affaires, donc j'ai classé par chiffre d'affaires de façon décroissante et j'ai pris un limite 10 et je ne fais l'update que sur cela. Donc la clause limite et la clause limite, on peut l'utiliser sur les updates et sur les delete, pas que sur les selects. Ça on le sait déjà peut-être un peu moins, mais ça peut être utilisé sur le update et sur le delete. 3 et 4, ça va pour le moment? Bon. 3 et 4, la clause latérale. Alors, dans les exemples qui vont venir, je vais utiliser deux tables très très basiques. C'est plus simple quand même pour les explications. La table des employés et la table des services. Vous voyez qu'il y a une zone qui est commune, qui est le numéro de service. Donc le nom, le sexe, le service, le salaire, la date de naissance. Et de l'autre côté, le nom du service pour chacun des codes service. Table des services, table des employés. Quand vous faites de la corrélation dans une requête, par exemple ici, je voudrais connaître tous les employés, donc dans la table de gauche, dont le salaire est supérieur à la moyenne, non pas à la moyenne des salaires de l'entreprise, mais à la moyenne des salaires de leur service. On a plusieurs moyens de faire ça. Donc, un des moyens, c'est de passer par une requête corrélée, c'est-à-dire que ici, quand je vais aller chercher donc, le salaire, je vais tester pour savoir s'il est supérieur à la moyenne des salaires, mais pas à la moyenne des salaires de la société, à la moyenne des salaires du service que je viens de lire. Donc là, je corrèle, je mets un raccourci, un alias donc pour la table en question, et je ne vais regarder en fait que ce service en question. Donc ça, c'est possible de le faire. On peut faire référence en fait à des colonnes qui sont donc ici dans la sous-requête, qui sont en dehors donc de la sous-requête, mais uniquement
par défaut, en fait, quand on utilise dans la position d'une colonne. Hein, ici, where salaire supérieur à quelque chose, donc je fais une comparaison par rapport à une colonne. Là, il n'y a pas de problème, je peux utiliser des variables corrélées. La requête corrélée n'est pas permise lorsque la requête est utilisée dans la position d'une table, pas dans la position d'une colonne, mais dans la position d'une table, derrière un from par exemple, si on a une jointure. On ne peut pas utiliser les requêtes corrélées directement. Alors on peut s'en sortir autrement, on peut passer par des CTE, par la clause with, mais là aussi, plusieurs moyens de faire ça. Ce que je vais obtenir, donc c'est le service, le nom du service, ça provient de la table des services, et le salaire moyen et le nombre d'employés, en fait, qu'il y a dans chacun des services. On peut faire ça par une CTE, hein, c'est pas ça le souci, mais moi je voulais le faire par la corrélation. Et effectivement, quand je fais la corrélation, et qu'à un moment donné, donc je vais aller récupérer, donc je vais faire une jointure entre la table des services et puis une sous-requête qui va me calculer la moyenne des salaires pour un numéro de service que je viendrai de lire ici, c'est pas possible de faire ça. Autant tout à l'heure on pouvait utiliser la corrélation parce que je l'utilisais en fait dans une position de colonne, hein, where sal supérieur à quelque chose. Là, je peux pas faire référence en fait au service qui a été défini en corrélation sur la table des services ici. Ça plante, hein, je peux pas faire ça. Je vais pouvoir le faire si j'utilise la clause latérale. Donc la clause latérale, c'est pas si simple que ça, la clause latérale, parce que ça permet de faire plusieurs choses en fait. Hein. Donc ça permet de définir ce qu'on appelle une jointure latérale, lateral join. Ça n'existe pas en tant que syntaxe SQL, hein. On ne peut pas mettre lateral join, hein, mais l'idée c'est ça s'appelle une jointure latérale. Et donc la syntaxe, c'est select de la table principale, virgule latérale, et puis votre sous-requête. La virgule, quand c'est comme ça, s'il n'y a pas de close where, je vous rappelle, c'est un cross-join. Hein, donc je peux aussi indiquer cross-join, latéral, et puis la sous-requête. À ce moment-là, le fait d'indiquer latéral, dans la sous-requête ici, vous allez pouvoir utiliser des variables de corrélation qui font appel à la table principale. Et donc, il suffit de rajouter latéral, voilà, donc, sur la requête en question. Là, donc, et là, je vais pouvoir directement, donc, quand je fais ma sous-requête, aller chercher donc, la moyenne des salaires et le nombre d'employés à partir du compte, hein, donc, sur un service qui est égal, sur un employé, excusez-moi, qui est égal dont le numéro de service est égal à celui que je viens de lire ici. Et donc, ce n'est pas vraiment une jointure, on est bien d'accord, puisque, en fait, pour chacune des requêtes chacune des lignes de la table principale, il fait un for each, en fait. Hein. Donc, pour chacune des lignes de la table principale, il va aller exécuter la requête dans la sous-requête dans la table principale, dans la table seconde. Enfin, dans la sous-requête, ouais, je vais y arriver. OK. Donc, latéral, si vous voulez résoudre ce type de choses. Je m'en suis servi par exemple ici avec les services IBMI. Hein, donc mon idée c'était d'aller chercher tous les objets d'un répertoire de l'IFS, hein, donc ici dans Bourgeois par exemple, qui ne sont pas en public exclude. Donc j'ai fait appel à deux services IBMI. Le premier c'est IFS Object Statistics. Ça, si vous ne le connaissez pas, en fait, c'est un service IBMI qui vous permet de renvoyer des informations, la liste des fichiers, par exemple la liste des répertoires, etc., avec des attributs, et vous indiquer à partir de quel répertoire vous voulez faire ça, et est-ce que vous voulez inclure les sous-répertoires, oui ou non. Ça va me donner donc la liste de tous les objets de l'IFS, donc de ce répertoire, donc sous Home Bourgeois. Et puis j'ai fait un cross-join en disant, ben, moi ce que je veux faire, c'est qu'une fois que j'ai récupéré en fait ici mes informations, et mes informations je vais les récupérer sous une variable qui s'appelle passName, qui va m'indiquer, ben voilà le nom de l'objet, donc du fichier IFS qui se trouve en fait sous ce répertoire-là. Eh bien ce passName, je vais l'utiliser ensuite. Ici, donc requête corrélée là, hein, donc avec OS, hein, OS c'est ma table ici, voilà, donc os.passName, et ça je ne peux le faire que si j'ai latéral, pour aller récupérer les droits. Et là j'utilise un deuxième service qui s'appelle IFS Object Privilege, hein, donc là c'était Statistics, là c'est Privilege, hein, donc pour récupérer les droits, et j'ai indiqué que je voulais voir que les droits qui étaient différents de exclude, les droits publics qui étaient différents de exclude. Je pourrais faire ça autrement, je pourrais faire une CTE et ensuite interroger la CTE en fait directement, mais là je voulais faire une requête corrélée, enfin vous faire voir qu'on pouvait faire une requête corrélée, hein, donc avec la clause latérale. Si j'enlève latéral, ça plante, hein, même principe, et il me dit passName introuvable, enfin voilà. Donc, Et en termes de paire ? Alors ça, c'est une question à laquelle je suis désolé. Je n'ai pas eu le temps de regarder le Visual Explain. Christian, il est dans la salle, je crois, Christian Glière.
Il n'est pas là? Si? Je ne le vois pas, non. Je n'ai pas eu le temps de faire les visual explain pour voir quels étaient les différents. Je suis désolé, j'ai vraiment pas eu le temps. Même cette nuit, je n'ai pas... donc ça serait, oui, ça serait intéressant de voir en fait entre les deux ce qui est le plus percutant. Et j'en suis désolé, j'ai vraiment pas eu le temps. Je sais que c'est une question à laquelle il faut que je réponde, mais j'essaierai de le mettre avant de mettre le PDF dans la box, quoi. Donc de faire le. Alors, autre utilisation de la clause latérale, ce qui va être assez intéressant, enfin que je trouve assez intéressant, c'est que ça va permettre d'éviter de répéter les expressions que l'on met dans le where et que l'on met, dans le where, oui, pardon. Parce que vous vous souvenez, quand vous faites des calculs, des expressions en fait, dans la liste des colonnes, salaire x 12, etc., etc., et que vous donnez un nom à cette expression, hein, donc salaire annuel par exemple, si je fais salaire x 12, ce salaire annuel, je peux l'utiliser dans l'order by, mais je ne peux pas l'utiliser dans le where, hein, puisque je vous rappelle que au moment où on est sur le where, on n'est pas encore passé sur la liste des colonnes, donc il ne connaît pas les colonnes. Hein, il y a différentes étapes, il ne connaît pas les colonnes. Donc l'idée, c'est de pouvoir les encapsuler en fait dans une clause latérale. Parce que ce qui est intéressant dans la clause latérale, c'est qu'on va pouvoir mettre donc la sous-requête, hein, comme on a vu, on va pouvoir lui donner un nom, et puis on va pouvoir définir, c'est pas une obligation, mais en fait on peut définir des colonnes. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Donc, je vous explique. Ici, dans la requête du haut, j'ai le salaire x 12 que j'ai appelé salaire annuel, et j'ai l'âge, en fait, hein, en faisant un petit calcul sur la date de naissance. Bon. Ces deux colonnes, âge et salaire annuel, je peux bien les utiliser dans l'order by. Ça, il n'y a pas de problème, l'order by est fait en dernier, donc il n'y a pas de souci. Par contre, je ne peux pas l'utiliser dans le where. Hein, si je veux voir tous ceux dont le salaire annuel est supérieur à 30 000 € et l'âge supérieur à 60 ans, je suis obligé de répéter mes expressions. Hein, je ne peux pas utiliser donc salaire annuel et âge. Donc un autre moyen de faire, eh bien, c'est de faire un cross-join avec le latéral. Là, je ne vais pas faire une requête, je vais faire un values, parce que dans la place de la sous-requête, je peux mettre un values. Je vais calculer donc le salaire annuel, je vais calculer l'âge, je vais lui donner un nom, d'accord, donc à cette table qu'on appelle une table dérivée, en fait, hein, en lui mettant des noms de colonnes. Et ensuite, ces noms de colonnes, je peux les utiliser partout. Je peux les utiliser donc dans la liste du select, dans le where, dans l'order by, dans les sous-requêtes plus loin, etc., etc. Donc si vous avez des expressions un peu complexes en fait dans le where, hein, l'idée c'est de les mettre dans une clause latérale, de leur donner un nom et ensuite d'utiliser ce nom-là partout. Si vous encapsulez dans un... C'est-à-dire si vous prenez votre première ligne jusqu'à from et que vous faites un select parenthèse de ça, après vous l'utilisez exactement pareil. Le select, on donne des noms à la première oui. Select, from tab en oui. Et on arrête là, et on refait un select, ouvrez la parenthèse de ça, as ma table, et là on peut utiliser tous les noms de colonnes. D'accord, donc en faisant la sous-requête dans le from, quoi. Comme on si... fait un select de notre premier select. Ouais, comme si on faisait une CTE, quoi. Mais... D'accord. Oui, il y a plusieurs solutions, hein, donc il y a plusieurs solutions. Bon, voilà pour la clause latérale. Ensuite, vous avez la fonction locateInString. Celle-ci, elle n'est pas nouvelle. Je voulais juste vous la signaler si vous ne la connaissiez pas. LocateInString, ça permet de rechercher ce qu'on appelle une instance d'une chaîne de caractères. Hein, je veux rechercher dans le nom du service, donc la colonne que vous avez à gauche, là, à partir de 1, où se trouve le E, mais pas le premier E qui va trouver, le deuxième E qui va trouver. Donc j'indique le numéro d'instance de la chaîne de caractères que je veux rechercher. Hein, donc le deuxième E dans vente se trouve en position 5, le deuxième E, donc pas celui-là, mais celui-là après vente, se trouve en position 9. Et comme il n'en a pas trouvé dans compta et manufact, donc il renvoie 0. LocateInString. Ce qui est intéressant aussi dans le locateInString, c'est que non seulement on peut indiquer donc, le numéro d'instance, mais on peut aussi indiquer une valeur négative. Donc ici, par exemple, ce que je vais faire, j'ai une chaîne donc, de caractères comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est de récupérer donc, film.json, donc le nom du fichier, quel que soit le chemin. Quoi. Un des moyens de faire, je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, hein, mais un des moyens de faire, c'est de faire un locateInString en fait, à partir de -1. Donc il va commencer en fait, à partir de la droite. Quand je fais ça. Donc je recherche le slash, mais à partir de la droite. C'est un petit peu comme le scanwrite que l'on a en RPG, quoi, voilà, hein, donc qui permet de faire une recherche à partir de la droite.
Donc on peut mettre des valeurs négatives, et là donc je recherche le dernier slash, et puis après je fais un substring, un classique, à partir de la position +1 donc, de ce slash-là, donc pour récupérer donc, le nom du fichier. Locating string avec une valeur négative. Sixième. Ça va donc je regarde parce que en fait, j'ai aucune idée de savoir le temps que je vais mettre. Sixième petite chose, varchar format. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est assez pratique, varchar format. Donc c'est une fonction scalaire qui existe depuis là, je sais plus, 7.3, 7. Je sais plus, qui permet donc de formater une zone qui est soit alpha, soit numérique, soit horodat, et de la transformer en varchar. L'idée, en fait, c'est de lui mettre un masque de formatage. Donc là, je vous ai fait voir deux exemples. Le premier exemple, c'est pour transformer une zone numérique. Hein, c'est le salaire de l'employé qui est ici, que je veux formater et transformer en alpha. Et donc, je vais lui mettre un masque ici. Alors, je ne vais pas expliquer tous les caractères du masque, hein, mais globalement, voilà, le 9 va remplacer un digit, en fait, de la zone. Hein, il y en a plein d'autres, il y a le symbole monétaire, bon, enfin bon, j'en passe et des meilleurs. Je vous ai mis ici la copie d'écran de ce que l'on trouve dans le SQL référence, c'est tout ce que l'on peut mettre dans le masque, hein. Donc soit un 0, soit un 9 pour le digit, ça dépend si on veut garder les zéros non significatifs, etc., etc. Et ça permet donc de, un petit peu comme si on avait un edit code, hein, ou un edit word plutôt d'ailleurs qu'en RPG qui permettrait de formater la donnée, eh bien c'est un peu l'équivalent. Vous indiquez ici un masque en respectant donc un certain nombre de métacaractères qui permettent donc de mettre le symbole décimal, qui permettent donc d'afficher un espace, qui permettent de mettre le symbole monétaire, etc., etc. Et puis en fonction donc de ce masque, eh bien ça va vous formater la donnée voilà, numérique en question et ça la transforme en varchar. Hein, c'est pour ça que ça s'appelle varchar format. Donc ça c'est pour les zones numériques, mais on peut aussi s'en servir pour les zones horodat. Et là, ça va bien plus loin, en fait. Hein, donc, vous faites un varchar format, vous indiquez quel est l'horodat que vous voulez formater. Donc là, j'avais pris l'horodat en cours, un now. Et puis, j'indique un masque. Et là, c'est pareil, en fait, j'ai plein de possibilités. Donc là, vous voyez, j'ai dit, par exemple, que je voulais, bon, je vais le faire là, ça sera plus simple, que je voulais le libellé du jour avec la première lettre en majuscule, le reste en minuscule. Hein, donc dimanche. Ensuite, DD, ça va permettre de récupérer le numéro du jour. Enfin, vous avez compris. Ensuite, le month se met en minuscule. J'aurais pu écrire M majuscule, j'aurais pu tout écrire en majuscule. Et en fonction donc, de ce que je vais mettre, il va le mettre en minuscule, en majuscule ou autre. Et puis l'année sur 4. Ici, j'ai utilisé pour avoir les noms raccourcis. Hein, donc des mois et du libellé du jour. Libellé du mois et libellé du jour. Ça vous la formate automatiquement et ça la transforme en varchar. Quand même plus simple que de prendre le jour, de faire un extract, de concaténer, enfin, etc. etc. Donc, surtout que dans les masques, vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Donc là c'est pareil, on ne va pas tout voir, mais on peut récupérer, c'est sur 2 tableaux, hein, donc, enfin sur 2 pages, quoi. On peut récupérer le numéro du trimestre, le numéro de la semaine, enfin on peut récupérer vraiment beaucoup de choses. Varchar format, pour transformer des zones horodat en alpha de type varchar, avec le masque que vous voulez. Je ne vais pas détailler chacun des métacaractères et des attributs, hein, mais vous pouvez récupérer le siècle, vous pouvez, voilà, enfin, il y a plein de possibilités, même le numéro du trimestre, je trouve ça assez intéressant. Bon, on a une fonction qui s'appelle quarter, hein, mais là ça permet de formater directement. Ensuite, la fonction trycast, qui est l'équivalent du cast en fait. Donc cast, je vous rappelle, ça permet de transformer un type de données vers un autre type de données, hein, donc integer vers alpha, date vers alpha, etc. etc. Trycast, c'est la même chose, sauf qu'en fait, dans le cas où il n'arrive pas à caster, plutôt que de renvoyer une erreur, donc là vous voyez, j'ai Z1 qui est une zone alpha numérique, mais qui contient pour certains enregistrements des valeurs numériques, mais pour le 4e enregistrement qui contient de l'alpha, ABCD. Quand j'essaye de caster ça en fait en integer, ça plante, hein, donc valeur pour l'argument cast non valide. Je ne peux pas transformer de l'alpha en integer, c'est pas possible. Trycast, lui, en fait, il essaye et s'il n'y arrive pas, il met la valeur nulle. S'il y arrive, il cast, hein, classique. S'il n'y arrive pas, il vous met la valeur nulle. Donc ça peut être intéressant plutôt que de récupérer une erreur. Dans certains cas de figure, parce que peut-être qu'on veut gérer l'erreur aussi, mais dans certains cas, ça peut être intéressant donc d'avoir une valeur nulle et surtout que ça ne plante pas. Enfin voilà l'idée, quoi. Donc trycast.
First day, bon, rien de très particulier, mais c'était surtout pour vous signaler qu'elle était arrivée, parce qu'on l'a attendu longtemps. On avait last day depuis je ne sais pas combien d'années, et il nous manquait first day. Alors, on se demande pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Donc c'est fait, c'est chose faite. Hein, donc vous mettez une date. First day permet de récupérer donc une date du premier jour du mois. Last day permet de récupérer, mais ça existait déjà, le dernier jour du mois. Hein, donc ici, bah, ça a été fait le 10 novembre. Donc le 1er novembre, c'est le premier jour du mois. Le 30 novembre, c'est le dernier jour du mois. Je m'en suis servi en fait en bas pour calculer, par exemple, le premier lundi du mois. Un petit calcul en fait ici qui me renvoie donc le premier lundi. On peut en avoir assez souvent besoin en fait du premier lundi du mois. Donc si ça vous intéresse, je vous ai mis le calcul en bas avec le first day. Ça va? Le 10e, validate data. Donc validate data file ou validate data library, donc c'est la même chose. Hein. Ici c'est pour un membre bien particulier, là ça serait pour tous les membres si le fichier est multimembre, là c'est pour tous les fichiers qui sont dans une bibliothèque, ça revient au même. Ça permet de vérifier que des colonnes qui sont indiquées comme numériques contiennent bien des valeurs numériques. Hein, je vous rappelle, dans un fichier qui est créé à partir de DDS, la validation des données ne se fait pas au moment de l'écriture, mais au moment de la lecture. Donc on peut très bien avoir un fichier DDS avec des zones qui sont déclarées en numérique et qui contiennent, par une manip, une mauvaise manip, j'allais dire, que ce soit en programmation, que ce soit en saisie ou je ne sais rien, mais en saisie c'est peut-être plutôt difficile, mais qui contient des valeurs alphanumériques. Donc c'est mon cas ici, là, pour le film Anatomie d'une chute, en fait, dans l'année, eh bien, il y a de l'alpha. Donc, validate data, vous indiquez le nom de la bibliothèque, vous indiquez le nom du fichier, puis ça vous renvoie le RRN, et donc ici c'était sur le premier, je me suis pas, voilà, je l'ai fait sur le premier, mais peu importe. Et ça vous renvoie en fait donc les données qui ne sont pas valides. Je pense que ça peut être intéressant. Tout ça, ce sont des fonctions qui ont été faites dans le but de passer de DDS à SQL. Parce qu'une des difficultés de passer de DDS à SQL, c'est la copie des données, quoi. Voilà. C'est parce que dans SQL, je vous rappelle, dans une table SQL, l'intégrité des données se fait à l'écriture, elle ne se fait pas à la lecture. Hein. On est à l'opposé du DDS. Donc dans une table SQL, vous ne pouvez pas avoir une donnée numérique qui contient de l'alpha. En tout cas, moi, je ne sais pas faire. Alors qu'en DDS, on peut. Hein. Donc, et quand vous allez passer de l'un à l'autre, c'est pas compliqué de changer le modèle, de faire un create table à la place du DS, mais il faut aussi copier les données. Et s'il y a des données invalides, ben la copie va se planter. Un copy file ou insert ou ce que vous voulez va planter. Donc on peut vérifier ça avant par la fonction validate data. Vous voyez que c'est une des fonctions de systools en fait. Hein. On a systools, il y a plein d'outils et il y en a de plus en plus. Hein. On a commencé avec 5 ou 6 outils il y a 5 ans ou il y a 8 ans, je sais plus. Et puis maintenant on en a des dizaines et des dizaines dans systools. Donc il y a vraiment de plus en plus d'outils dans cette bibliothèque-là. On en a fait une session cet après-midi, donc spécifique là-dessus. Et on ne verra pas tout. Hein. Birgitta n'en a pris que certaines choses. Sur les 10, là, vous les connaissiez à peu près? Oui, non, pas tous? La moitié? C'est pas mal la moitié. Donc, bon. On va continuer. Alors, AnyValue, celle-ci, elle est plus récente. Est-ce que les champs date et timestamp, tout ça sont... Non, que numérique. Donc, ben non, parce que si la zone est numérique et qu'elle contient une mauvaise date, elle est numérique la zone. Enfin, ou alors il faudrait indiquer qu'on valide comme quoi c'est une date. Non, mais je parlais vraiment des champs de type date. Ah, des champs de type date. Pour vérifier quoi alors? Parce qu'elle contient une date correcte dans un champ de type date. Ah ben là, j'ai pas testé. Autant sur une zone numérique pour vérifier si ça contient une date valide, ça c'est pas possible parce qu'on n'indique pas le format, on n'indique pas si on teste une date et tout, donc il n'y a que ça comme paramètre. À tester aussi. Ben voilà, 2 choses à faire, donc c'est bien. AnyValue. AnyValue, donc c'est assez récent, ça date de juin 2024. Si vous l'utilisez toute seule, dans la doc, il y a marqué « permet de retourner une valeur arbitraire non nulle parmi l'ensemble des valeurs en fait, qui sont dans la table ». Donc ici, si je fais AnyValue du nom sur ma table des employés, ça me renvoie un nom, un des noms. Bon, très honnêtement, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour que ça renvoie un autre nom que Annie. Il m'a toujours renvoyé Annie.
Donc, peut-être... Non, mais c'est que je ne maîtrise certainement pas tout, en fait. Il m'a toujours envoyé la même valeur. Mais, je ne sais pas. Donc, si certains l'ont testé... Bon, donc on peut s'en servir de différentes façons. On peut s'en servir parce que, par exemple, ici, j'ai fait un groupage sur le numéro de service. Donc, où est-ce que j'ai mis mon... Voilà, groupage sur le numéro de service. Je vais le remettre là, parce que là, c'est trop grand. Groupage sur le numéro de service, et je ne voulais pas avoir la liste des employés. Vous savez qu'on peut avoir la liste des employés sur un groupage en utilisant une fonction qui s'appelle list aggregate, list AGG, et ça permet d'avoir des données détails, en fait, une fois qu'on fait un groupage. Donc, j'aurais pu avoir la liste de tous les employés. Là, c'est pas ça qui m'intéressait. C'était un exemple d'employé, un exemple de projet. Enfin, voilà. Je veux avoir un des éléments qui sont dans la colonne. Pas forcément tous, mais un des éléments. Bon, ça, c'est une possibilité d'utilisation. Peut-être pas la plus fréquente, mais... La deuxième utilisation, donc, c'est pour optimiser le groupage. Dans la requête que vous avez à droite, je vais faire une jointure entre la table des employés et la table des projets. J'ai oublié de mettre le contenu de la table des projets, mais bon, vous allez le trouver ici. On a des employés qui travaillent sur des projets, d'accord ? L'employé est identifié, vous vous souvenez, par son matricule, et puis on a son nom. Et puis, certains employés travaillent sur un projet, d'autres employés travaillent sur plusieurs projets. Donc ici, par exemple, l'employé 50, qui est Georges, il travaille sur 3 projets différents. Donc ça, c'est le résultat de ma jointure. Et moi, je voudrais en fait afficher un truc assez basique, qu'on utilise tout le temps, par employé, combien il y a de projets. D'accord ? Donc, Michel travaille sur un projet, Georges travaille sur 3 projets, les 3 projets qui sont là, etc. etc. Donc j'ai fait un groupe by, et là il y a... Alors au départ, j'ai pas mis AnyValue, et je vous rappelle que pour faire ça, vous avez 2 solutions. Soit effectivement, vous répétez, comme vous ne pouvez pas, si je veux afficher en fait ici le nom de l'employé, dans la liste des colonnes, je vous rappelle que vous ne pouvez pas, quand vous faites un group by, afficher ici autre chose que soit des colonnes sur lesquelles on fait le group by, soit des fonctions d'agrégation, compte, min, max, etc., etc. Donc une première possibilité, c'est effectivement de rajouter le nom quand je vais faire le nom de l'employé quand je vais faire le group by. Mais quand je fais ça, ça ne sert pas à grand chose quand on y pense en fait. Il y a du traitement pour rien là-dessus parce que le matricule est unique. Donc Michel, c'est le matricule 50. Donc de toute façon, je ne vais pas grouper sur le nom. Je vais vraiment grouper que sur le matricule. Mais bon, c'était une des possibilités en fait de faire ça. Et quand vous faites ça, comme il a besoin d'index en fait sur les colonnes de group by, il va certainement rechercher un index en fait sur la colonne nom, quoi. Même s'il n'en a pas besoin derrière, puisque le nom est unique pour le matricule. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est de dire, je ne vais pas m'embêter, je vais vraiment grouper que sur le matricule, je ne vais pas grouper sur le nom, et à ce moment-là, dans la liste des colonnes, j'utilise en fait une fonction d'agrégation comme min ou max. Et ça min de Michel, c'est Michel, donc voilà. Bon. Max de Michel, c'est Michel. Mais là, c'est pareil. Quand je fais une fonction d'agrégation, il y a un calcul, il y a un traitement qui est fait. Même si ce traitement est très rapide et qu'il a besoin d'un index pour calculer le min de nom, le max de nom, c'est pas complètement optimisé. Donc l'idée, c'est de faire, plutôt que de faire un min de nom, c'est de faire un AnyValue de nom. D'accord ? Parce que là, c'est n'importe quelle valeur, en fait. Bon, comme elle est unique, ça sera forcément Michel, ça sera forcément Georges, etc. Il n'y en a qu'une, donc de toute façon... mais là, il n'a pas besoin d'index, d'accord ? Là, il n'y a pas de traitement à faire, c'est pas un min ou un max. Donc, au point de vue perf, c'est meilleur de travailler avec AnyValue. Et il y a peut-être d'autres utilisations à AnyValue que je n'ai pas vues, parce que celle-ci, elle est quand même assez récente. Mais c'est une possibilité. Donc quand vous avez des jointures comme ça, où vous avez un peu de bricolage pour aller chercher en fait une colonne que vous n'êtes pas une colonne de groupage, min ou max, le mieux c'est d'utiliser en fait AnyValue. 12e truc et astuce, entre guillemets, donc la fonction QCMDExec. Vous savez, en SQL, permet d'exécuter une commande en langage de contrôle. Cette fonction QCMDExec peut s'utiliser de 2 façons. Donc soit sous forme de procédure, donc je vais faire call QCMDExec et je vais indiquer la commande CL que je veux exécuter. Je vous rappelle, on a juste à mettre la commande CL, il n'y a pas besoin de mettre la longueur, contrairement au RPG où on a 2 paramètres. Mais on peut aussi l'utiliser en fonction scalaire. Et c'est là où c'est intéressant. Donc, on peut l'utiliser en fonction scalaire, donc dans un select. Donc select blablabla QCMDExec de ma commande en langage de contrôle from, et puis d'ailleurs donc le résultat de ma jointure, de ma table ou de ce que je veux. Pour chacune des lignes donc de mon from, ça va exécuter la commande en langage de contrôle.
Donc c'est ça l'idée. Et ça vous renvoie donc 1 si ça s'est bien passé, moins 1 si ça s'est mal passé. Donc l'idée c'est de pouvoir exécuter pour chacune des lignes de la table la commande en langage de contrôle qui est indiquée derrière le QCMD-exec, plutôt que de faire un call de QCMD-exec. Donc exemple ici, c'est un cas très pratique, hein, on s'en est servi pour la battle dev, hein, vraiment quoi. On avait oublié en fait donc de créer les répertoires home sous les profils, donc des profils en question là pour la battle. J'ai fait pareil d'ailleurs pour le cours sur la pépinière là, enfin, c'est plutôt issu de la pépinière là. Donc vous voyez, je suis allé chercher en fait dans un service SQL qui s'appelle user info. Alors il y a user info et user info basique. User info basique me renvoie moins d'informations, donc elle est plus performante que user info si vous avez besoin juste des informations de base, qui était mon cas ici. Donc user info, ça permet de récupérer la liste des profils utilisateurs de votre machine. Donc c'est un service IBMI qui se trouve dans Q6.2. Et quand je fais select, si je faisais select étoile from user info, le nom du profil serait stocké dans une colonne qui s'appelle authorization name. Bon. Donc là, j'ai fait un select de authorization name, et puis j'ai exécuté 2 commandes en langage de contrôle, l'une qui permet de créer le répertoire en fait qui porte le nom du profil sous le répertoire home, et puis une autre commande, d'accord, qui permet de lui attribuer des droits, quoi. Et donc pour chacune des lignes qui va récupérer en fait de la table user info, donc pour chacun des profils utilisateurs, alors RPG 1.0.1 à RPG 14, hein, parce que j'ai fait un where, il va exécuter la commande en langage de contrôle pour créer le répertoire home. Donc c'est très pratique, hein, vous mélangez en fait un select, enfin dans un select, vous exécutez pour chaque ligne du select qui répond au where, des commandes, une ou plusieurs commandes en langage de contrôle. Ici, j'en ai fait une autre en disant, ben, je vais aller chercher toujours en utilisant IFS Object Statistics, hein, qui est donc la liste des objets, des répertoires ou des fichiers d'IFS qui se trouvent sous un certain répertoire. Donc là, j'ai pris tous les fichiers qui se trouvaient dans mon répertoire temp en incluant les sous-répertoires, et je n'ai pris que les fichiers en fait IFS, pas les répertoires, donc mais tous les fichiers de l'IFS. J'ai regardé en fait si la date de dernière utilisation était donc supérieure en fait à 2 ans, et j'ai supprimé en fait ces fichiers, quoi. Voilà. Donc là c'est pareil, ce que je récupère en fait c'est passname, c'est le nom du fichier IFS, et j'ai fait un remove link en fait donc de ce passname. Donc pour chacune des lignes qui sont lues, qui est récupérée, ben, je fais un remove link. Bon voilà, c'est sans fin, hein, donc, mais c'est très pratique, ça permet vraiment d'exécuter des commandes directes, hein, en CL sur le résultat d'un select en fait, voilà, tout simplement, donc, ligne par ligne, quoi. Okay. Oui. Si la commande n'est pas, c'est une erreur sur la commande, la requête est complètement arrêtée. Le select est complètement arrêté. Non, je pense pas, je pense qu'il il renvoie -1 en fait pour la ligne en question. Enfin, je confirme. Hein, donc, ouais. Certains l'utilisent déjà, donc a priori oui. D'autres également, non? Il y a des. Ouais. Excusez-moi, c'est à partir de quelle version? Alors là, alors c'est pas une histoire de version, hein, c'est une histoire de niveau de groupe de PTF. Donc il faut aller sur IBMI Technology Update, hein, et puis regarder en fait quel est le niveau de groupe de PTF nécessaire. Donc, là, peut-être pas si loin. Si le réseau marche bien, on y va, on prend 2 minutes. On a jusqu'à quelle heure là? Midi et quart? Ah oui, il faut que j'accélère là. Il faut, voilà, IBMI Technology Update, DB2, et puis après, il faut chercher. Hein. Très honnêtement, il faut chercher. Voilà, je ne sais plus. Parce que là, c'est toujours un peu long ce site. Les nouveautés fonctionnelles. Et puis dans les nouveautés fonctionnelles. Voilà, enfin. Très honnêtement, je m'en souviens vraiment plus. C'était pas en 2023, c'était encore avant, quoi. Donc, mais bon, c'est quelque part par là, je sais plus. On pourra regarder. Ouais. Et après, donc, vous avez un niveau de groupe de PTF, en fait, en fonction de votre version, hein, 7.5, 7.4, 7.3, quoi. Mais bon. Pardon, 7.5, 7.4, 7.3, 7.2, quoi. Hop, oui. C'est pas pertinent dans le cas présent, enfin pas dans les exemples qui sont donnés, mais de mémoire, hein, c'est peut-être obsolète, de mémoire, le QCMD exec était en groupe d'activation OPM.
Là, du coup, on a quoi comme groupe d'activation? Aucune idée. Je sais pas. Bon, en l'occurrence, ici, dans ces exemples, ça n'interfère pas. D'accord. Je ne sais pas du tout. Et il va falloir que je commence à noter les questions, parce que sinon je ne vais pas m'en souvenir. Donc, les perfs, donc le visual explain sur le latéral, ça je savais que j'avais à le faire. Donc ça, tout à l'heure, c'était quoi? Pardon? Ah ben oui, je suis enregistré, c'est vrai. C'est nickel ça. Ben oui, on n'a pas l'habitude. Donc, je ne sais pas. Get Diagnostics est une fonction SQL en fait qui permet de récupérer dans un programme, que ce soit une procédure, une fonction ou un SQL RPG ou autre, des informations sur la dernière instruction SQL que vous venez d'exécuter, un petit peu comme l'INFDS ou la PFDS en fait qu'on a donc dans le RPG. Alors, des informations que vous pouvez récupérer, vous voyez il y en a 75 je crois, hein, donc c'est des informations qui peuvent être soit sur l'instruction exactement, hein, donc en question, le statement, mais aussi des informations sur la connexion DB2 qui est utilisée, et aussi des informations sur le résultat de l'exécution, donc sur la condition, est-ce que ça s'est bien passé, mal passé, message de premier niveau, de second niveau, etc. etc. Donc c'était juste pour vous faire voir si vous ne connaissiez pas du tout. Hein, voilà. Ici, je fais un update, d'accord, de la table des employés pour augmenter de 10% les employés de sexe féminin. Et derrière, eh bien, j'ai fait un Get Diagnostics qui va me permettre de récupérer donc 2 valeurs particulières. DB2 Rollins, ça me permet de récupérer la longueur de la ligne, la longueur de l'enregistrement. Et row count, ça me permet de récupérer le nombre d'enregistrements qui ont été mis à jour par l'update. Ou par le delete, enfin, etc., etc. Donc voilà, vous pouvez récupérer 75 informations différentes sur une instruction SQL qui s'est exécutée. Donc on déclare les variables. Hein, donc, ici, je l'ai fait en SQL procédural, mais ça pourrait être en SQL RPG si vous voulez, peu importe. Et dans les variables en question, donc j'indique une des valeurs, enfin ou plusieurs si je peux en mettre plusieurs séparées par des virgules, qui sont ici que je peux récupérer. Self. J'en ai parlé un petit peu ce matin, donc une chose assez sympathique qui est sortie l'an dernier, qui va permettre donc d'intercepter des erreurs SQL, quelle que soit la façon dont on va exécuter le SQL. Que ça soit donc dans un web service, que ça soit en SQL interactif, que ça soit dans un programme, que ça soit... Peu importe la façon. Hein, donc, vous indiquez ce que vous voulez capturer. Et dès que le SQL code en question en fait, a été capturé, eh bien, lui, il stocke ça dans une table à laquelle on accède par une vue en fait, qui s'appelle SQL Error Log. Donc c'est assez sympathique. Avant qu'on ait ça, ben, effectivement, on lançait des moniteurs de performance, enfin des moniteurs de perf DB2. On faisait tourner les applis, ensuite on allait analyser le résultat des moniteurs en filtrant pour savoir en fait hein, sur le job, sur l'adresse IP, sur le code SQL ou ce que vous. Et ça capturait tout. Là l'idée c'est que ça ne capture que quand c'est en erreur, c'est ça qui est intéressant. Hein, donc on peut l'utiliser en prod, hein, c'est pas trop pénalisant. On va faire ça comment? Eh bien on va en fait enregistrer ça dans une variable globale qui s'appelle self-codes. Et une fois qu'on a alimenté la variable, eh bien, on fait tourner les applis et quand ça, et ensuite on va interroger en fait une vue qui s'appelle SQL Error Log. Donc je vous ai mis en fait ici quelques exemples. Donc quand vous allez enregistrer la variable self-codes, donc create or replace variable ccbm-adm self-codes. Donc c'est une variable globale, hein, donc ça se crée par create variable. Alpha 256, et là vous pouvez déjà mettre, vous n'êtes pas obligé, hein, mais vous pouvez mettre en fait des codes qui seront donc monitorés au niveau du système. Là on est au niveau du système puisque c'est au niveau de ma variable globale. Donc quand vous créez une variable globale, hein, vous pouvez mettre des valeurs par défaut au départ, c'est pas obligatoire, sinon c'est nul, mais vous pouvez déjà en fait mettre des valeurs qui seront valables pour tous les jobs. Et puis après, pour votre job à vous, ben, vous pouvez en fait faire un set. Je vous rappelle, quand vous faites un set sur une variable globale, c'est pour votre job uniquement. Vous indiquez en fait le ou les SQL codes. Donc ce sont des SQL codes, hein, pardon, pas des SQL state. Ce sont des SQL codes que l'on va indiquer et on peut mettre des valeurs spéciales. Hein, vous voyez, donc et ça date de juin ou de septembre, je ne sais plus. On peut maintenant ils ont amélioré ça. Vous pouvez mettre étoile error, ça va intercepter toutes les erreurs graves SQL. SQL code négatif, quoi, d'accord. Ou alors que les warnings, ou alors toutes les erreurs. Hein, donc. Sinon, des SQL codes bien particuliers. Et après, donc, vous faites tourner vos applis et vous allez interroger la vue SQL Error Log.
Donc là, je vous ai mis la petite requête avec quelques colonnes uniquement, hein, mais il y a beaucoup d'autres colonnes dedans. Ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, il va vous dire, ben voilà les SQL codes que j'ai interceptés, donc hein, c'est forcément ceux que j'avais monitorés ici. Combien de fois, en fait, ça s'est produit? Quelle est l'instruction qui a produit ce SQL code en erreur? Quel est le programme éventuellement? Donc là, j'avais des programmes SQL RPG qui faisaient donc des requêtes et qui se sont plantés. Donc ils me donnent le nom du programme, le nom de la bibliothèque, le nom du job, l'utilisateur. Donc on a toutes les données. À quelle date ça a été fait, à quelle heure ça a été fait. Donc on a plein d'infos en fait qui sont capturées. Hein, ce sont les registres clients classiques quand le code en fait a été intercepté par le système. Donc c'est pas très compliqué à mettre en œuvre. C'est intégré maintenant directement dans VS Code, hein, donc depuis quelques mois. On peut le monitorer directement, on peut le voir facilement, donc l'habiller facilement dans VS Code, quoi. Bon, les vues flexibles, ça je pense que ce sont des choses que vous connaissez, mais au cas où quand même, hein, que ça, moi je trouve ça très pratique. Quand je fais un create view, j'ai la possibilité, donc je définis ma requête select qui définit donc le contenu de la vue, et j'ai la possibilité, par exemple ici sur le where, hein, ça peut être où vous voulez, hein, donc n'importe où dans la requête, vous pouvez utiliser le contenu de variable globale. Where srv égale, j'ai pas mis quelque chose en dur, j'ai dit voilà, ça sera variable. Et la variable en question, donc c'est une variable que j'ai créée. Alors là, j'ai fait exprès de qualifier pour bien vous faire voir en fait hein, que la variable c'était un objet DB2 dans une bibliothèque, hein, donc, et qu'ensuite, eh bien, c'est cet objet en fait num service dans cette bibliothèque là que je vais utiliser. Donc ça c'est quand même super pratique parce que qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait une jointure donc, entre la table des employés et la table des services, je fais varier le numéro de service. Donc si à un moment donné je veux aller voir les employés donc, du service 911, j'alimente la variable globale pour mon job, hein, le set c'est pour mon job avec 911, quand je fais un select sur ma vue, je vais voir les employés du service 911. Si un peu plus tard j'ai besoin d'aller voir les services 977, je change le contenu de ma variable globale, ici il va y avoir 977, je vais faire un where sur le numéro de service 977. D'accord? Donc l'idée c'est de pouvoir rendre flexible des vues par l'utilisation de variables globales, et je modifie le contenu de ces variables globales avant d'exécuter ma vue. J'en avais fait une, je ne l'ai pas présentée ici, mais je l'avais déjà présentée l'an dernier. J'ai un fichier dans l'IFS, un fichier JSON dans l'IFS, je veux le décomposer en fait, ou un fichier CSV dans l'IFS, je veux le décomposer pour extraire les données métiers, et je passe en paramètre le nom du fichier IFS, ou dans une variable globale, pardon, le nom du fichier IFS, et si je veux lire tel fichier, bah, je fais un set, le nom de mon fichier égal, et puis la valeur. Si un peu plus loin, je veux générer un autre fichier CSV, avec la même structure bien sûr, je donnerai le nom de cet autre fichier IFS, etc. etc. D'accord? Donc vue flexible, possibilité d'utiliser dans les vues en fait, des variables globales. Une ou plusieurs, hein, là j'en ai mis qu'une, mais ça pourrait être avec plusieurs variables. Donc vue flexible ou vue variable. Hein, donc, le current pass. Je voulais faire un petit point sur le current pass parce que c'est souvent des questions que l'on a. Hein, je vous rappelle, en SQL, donc vous avez le current schema et vous avez le current pass. Le current pass, le current schema, il est utilisé quand vous ne qualifiez pas et que vous faites une recherche ou une création donc sur des tables, des vues, hein, etc., etc. Et le current pass, lui, il est utilisé quand vous ne qualifiez pas, donc sur l'appel des procédures, sur l'appel des fonctions ou sur les variables globales. Ici, si je ne mets pas, donc si je ne qualifie pas, non qualifié, ça veut dire que je ne mets pas le nom de la bibliothèque. Hein. Donc si je ne mets pas le nom de la bibliothèque, où est-ce qu'il va chercher IFS pass, où est-ce qu'il va chercher age, où est-ce qu'il va chercher proc1? Il va le chercher dans le current pass. D'accord? C'est ça la règle. Pour tous les autres objets, qui ne sont ni des fonctions, ni des procédures, ni des variables, je vous rappelle, ça va chercher dans le current schema. Pour voir quel est votre current pass, ben, vous pouvez faire values current pass, et je vous rappelle que les valeurs qui vont être récupérées dépendent de la convention d'appellation. Hein, si je suis en convention d'appellation système, il me renvoie ma liblist, hein, je travaille avec ma liblist. Si je suis en convention SQL, il me renvoie donc ce chemin-là, hein, donc Q6, Q626, proc6, IBM, plus une bibliothèque qui porte le nom de l'utilisateur sous lequel vous êtes connecté. Je suis connecté sous Toto, il va chercher aussi dans Toto. On a la possibilité donc de définir un nouveau current pass directement en mettant 7 pass ou 7 current pass et derrière les bibliothèques que vous voulez mettre dans votre pass. Ici par exemple, donc PB et vidéo. Ça c'est plutôt classique. Ce que je voulais vous faire voir qui est peut-être un peu moins connu, j'en sais rien, hein, mais c'est que vous pouvez en fait ajouter
une bibliothèque ou plusieurs bibliothèques au pass actuel. C'est-à-dire que vous pouvez faire set pass current pass, donc récupérer le pass que vous avez déjà et lui ajouter une bibliothèque, ou plusieurs bibliothèques. Donc, voilà. Current pass permet de récupérer le pass que l'on a en cours. On peut aussi en fait récupérer la partie système, donc le system pass. Donc ça c'est aussi une valeur particulière, donc ça va récupérer Q6, Q6.2, 6proc, 6IBM, etc. Donc plus la bibliothèque en fait que je rajoute ici, ou les bibliothèques que je rajoute ici, donc AS425F et PB. Donc system pass, ça ne rajoute que la partie système. Voilà. Donc, ça récupère la partie système. On peut aussi, pour revenir au pass par défaut, donc mettre system pass et virgule user. User, ça sera donc le nom de la bibliothèque qui portera le nom du profil qui est connecté. Et donc on reviendra à la valeur de départ en fait. Et on a la possibilité de définir le current pass en mettant étoile à l'IBL, que je sois en convention d'appellation système ou que je sois en convention d'appellation SQL. Donc même si je suis en convention d'appellation SQL, il utilisera la liblist de l'utilisateur. Bon voilà, il y a peut-être des choses qui n'étaient pas connues sur le current pass, et ça vous évite de qualifier, et c'est assez pratique de pouvoir récupérer le pass en cours et de rajouter les bibliothèques que l'on veut, hein, si on a besoin. Fonction JSON update. Oula, non, ça va pas, j'allais vite sur celle-là. Je vous la laisserai lire. JSON update est une fonction qui permet de modifier le contenu d'un flux JSON. D'un fichier JSON. Donc vous avez un fichier JSON, vous voulez supprimer en fait une donnée dans le flux JSON, vous voulez ajouter une donnée dans le flux JSON, vous voulez modifier une donnée dans le flux JSON, eh bien vous pouvez en fait utiliser JSON Update. L'exemple est très long, donc je ne vais pas forcément le détailler, je vous laisserai lire. Mais bon voilà, globalement j'ai un flux JSON ici que j'ai mis dans une variable globale, et ensuite j'ai fait un JSON Update, hein, donc pour changer, par exemple, ici, l'année du premier film, en fait, de mon tableau film. Donc, il y avait 1979 avant, ben, il a mis 1999 à la place. Voilà. Donc, c'était pour vous faire voir qu'on pouvait modifier une partie, en fait, donc d'un flux JSON par JSON Update. Modifier une valeur existante, rajouter une valeur qui n'existerait pas, supprimer une valeur qui existerait. On peut faire les trois. Donc, je vous ai mis des exemples là-dessus. Je ne vais pas détailler plus que ça, parce que je vois que l'heure tourne. Donc, ensuite, je voulais vous faire voir que... Ah oui, parce qu'on est à 18 là sur 30. Donc, ça ne va pas du tout. J'accélère. Sysfiles. Sysfiles, en fait, c'est une vue très très pratique, puisqu'elle me permet d'avoir beaucoup d'informations détaillées sur les fichiers de votre IBMI, sur les fichiers DB2. Par exemple, vous pouvez, si vous voulez savoir, si vous avez besoin de faire un état des lieux, je veux connaître tous les PF avec clé unique, tous les PF avec, toutes les tables avec une clé primaire, tous des LF sur lesquels on a fait des select omit, les multimembres, ceux qui sont reuse let no, ceux pour lesquels il y a des colonnes de type identité, etc., etc. Donc si vraiment vous avez besoin de faire un état des lieux, un petit peu comme le centre de santé en fait, que l'on a dans ACS, eh bien vous pouvez interroger la vue sysfiles. Donc je vous ai mis en fait des exemples avec des where. Ensuite, les noms qualifiés en trois parties. Là, je pense que vous connaissez ça déjà. Donc, on a la possibilité, à partir d'un système local, d'accéder à une partition distante. Pour faire ça, donc, on met le nom de la base de données distante. C'est le nom qui est indiqué dans le work RIMA database directory, donc dans le répertoire des bases de données distribuées. Et puis, donc par exemple ici, en bas, là, K70 AB740, c'est pas terrible comme nom, mais bon, voilà. Et puis, je vous rappelle que quand vous faites ça, ben forcément, il faut qu'il ait besoin d'un profil et d'un mot de passe pour pouvoir se connecter sur la partition distante. Et le plus facile, donc, c'est de l'enregistrer par un add SVR à UTE. Ici, vous mettez QDDM DRDA serveur, et là, vous mettez le profil local, le profil éloigné, le mot de passe éloigné. Une fois que vous avez fait ça, donc vous pouvez utiliser des noms en trois parties. Et là, je voulais vous faire voir plusieurs exemples, parce qu'en fait, peut-être que vous ne savez pas forcément tout ce que l'on peut faire avec. Bien évidemment, donc, on est sur un système A, local, on peut aller voir donc, des données qui sont sur un système B. Donc ici, je suis allé voir le contenu de ma table employée qui se trouve sur ma partition distante, K70 AB740. Ok, non en trois parties. J'en profite pour vous faire voir que bien sûr, ça peut être des tables à vous, mais ça peut être aussi des tables système. Donc par exemple, je veux voir la liste des profils utilisateurs qui se trouvent sur telle partition. Je veux voir la liste des valeurs système qui se trouvent sur telle partition. Je veux voir la liste des produits installés sur telle partition, etc., etc. On peut faire aussi un insert dans une table locale à partir de données qui se trouvent sur une table distante. Que ce soit donc au moment du create table, que ce soit au moment de l'insert. On peut bien sûr travailler directement sur les objets distants, donc faire un create table d'une table sur la partition distante, alors que je suis sur le système local, insérer dedans, mettre à jour dedans, supprimer la table.
Tout ça peut se faire donc sur la table distante. On peut aussi, donc depuis le mois de décembre 2023, donc, exécuter des fonctions UDTF, donc des fonctions de table distantes. Donc à ce moment-là, on va mettre select from remote table et non plus select from table. Et là, j'indique le nom de ma fonction distante avec le nom de la partition. Donc ici, par exemple, j'ai fait un work active job, donc des travaux interactifs, sur ma partition distance alors que je suis en local. Et je peux exécuter, bien évidemment, une commande en langage de contrôle à distance. Je suis sur ma partition locale et je peux exécuter une commande en langage de contrôle, supprimer des journaux, supprimer des récepteurs de journaux, pardon, etc., etc. Directement à partir de mon local. Ce qu'on ne peut toujours pas faire, et qu'on n'a toujours pas le droit de faire, c'est d'exécuter dans la même requête quelque chose qui serait en local et à distance. Je ne peux pas faire une jointure entre une table locale et une table distante, ça c'est pas possible. Il faut que je le fasse en deux fois. Il faut d'abord que je crée la table en local à partir de mes données distantes et ensuite que je fasse une jointure entre ma table locale et l'autre table. Mais bon voilà, peut-être que vous ne saviez pas tout ce que l'on pouvait faire en fait avec les noms SQL en trois parties, donc je vais essayer de résumer tout ça ici. Alors on va passer à ACS maintenant. Donc ACS, j'en ai mis quelques-uns. On va vraiment être en retard là, mais donc j'accélère encore un petit peu. Première chose, si vous faites un select étoile for update, je vous rappelle que le fait de rajouter for update, ici vous allez pouvoir mettre à jour les champs directement. Vous double-cliquez sur la valeur, comme sur un DFU, et vous pouvez mettre à jour les valeurs directement. Mais pas de suppression et pas d'ajout, d'accord, que de la mise à jour. Ensuite, les invites sur variable. Donc quand je fais dans ACS, si je mets un point d'interrogation quelque part donc dans ma requête, ou si je mets 2 points avec le nom de variable, à ce moment-là, quand vous allez exécuter, il y a une invite qui apparaît et vous allez pouvoir mettre la valeur directement ici. C'est quand même hyper pratique, et particulièrement aussi avec les 2 points, parce que ça permet de reprendre une requête qui est dans un SQL RPG, de la copier-coller, en fait, de la mettre dans ACS, de la tester pour voir si elle marche bien, et puis ensuite, donc, éventuellement, de corriger. Donc, soit avec un point d'interrogation, soit avec 2 points quelque chose, une ou plusieurs variables, vous avez une invite, en fait, pour les variables. Après, vous avez ce qu'on appelle les métadonnées étendues. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais quand vous exécutez une requête SQL, quand vous êtes sur le résultat, vous faites un clic droit, et là, vous pouvez choisir détail. Et quand vous choisissez détail, vous avez plein d'infos en fait sur le résultat de la requête. C'est-à-dire que vous avez la liste de toutes les colonnes avec leur type, leur longueur, leurs attributs, les en-têtes de colonnes, etc., etc., etc. Le type de résultat, combien de temps ça s'est exécuté. Enfin voilà, il y a plein d'informations donc sur les colonnes qui sont le résultat de votre select. Donc métadonnées étendues. Ensuite, vous avez toujours dans ACS la possibilité donc de générer le DDL. Alors ça c'est quand même quelque chose d'assez connu maintenant. Vous prenez donc vos objets SQL, donc ici j'ai pris des tables, mais ça pourrait être valable pour des vues, pour des procédures, pour des fonctions ou pour un schéma. Donc si je le fais au niveau du schéma, il va me générer le DDL de tous les objets qui sont dans la bibliothèque. Donc là je l'ai pris pour la table, donc la table des clients. Vous faites Generate SQL DDL. Et à ce moment-là, vous avez d'abord une petite information, et c'est surtout ça que je voulais vous faire voir, c'est que là, vous pouvez choisir plein d'options. Vous pouvez choisir donc, où est-ce que vous allez exécuter le SQL, où est-ce qu'il va générer le SQL en question, pardon. Mais vous pouvez surtout choisir des options ici. Et là, il y en a plein des options, en fait. Est-ce que je veux faire un create or replace table? Est-ce que les noms seront qualifiés ou les noms ne seront pas qualifiés? Est-ce qu'il y aura des CSSID pour les valeurs alpha, etc., etc., etc. Donc il y a plein d'options, je vous encourage à aller voir, et puis on peut aussi choisir dans le 3e onglet le format, donc là on va retrouver classiquement la convention d'appellation, format date, format heure, classique. Okay. Et ça me génère donc le source SQL, pardon, donc en question, du create or replace table. Si j'ai choisi donc de mettre des contraintes directement dans le create table, il me les met là, sinon il me les ajoute à part, il fait un alter table pour ajouter les contraintes. Je peux indiquer que je veux un nom de format. Enfin, tout ça peut être généré automatiquement par les options que l'on voit donc ici. Il y en a beaucoup des options. On retrouve toutes ces options si vous, plutôt que de passer par ACS, si vous utilisez la procédure qui s'appelle Generate SQL, et qui est en fait la même chose, c'est celle qui est lancée quand vous passez par ACS. Vous y retrouvez donc tous les paramètres possibles. Je vous rappelle que quand vous êtes dans ACS, si vous faites F4 ou CTRL espace sur une procédure par exemple, ici, vous avez tous les paramètres de cette procédure. C'est valable aussi pour les fonctions, c'est valable aussi pour les colonnes, des tables, etc. etc. Donc, si je fais select F4 from table T1, si vous faites F4 ou CTRL espace, vous aurez la liste de toutes les colonnes. Okay. Donc il y a beaucoup d'options que vous pouvez choisir quand vous générez en fait le DDL, si vous voulez générer le DDL à partir d'un objet DB2. Bien sûr à partir d'un objet fichier physique par exemple, qui serait créé à partir de DDS.
Affichage des objets dépendants. Quand vous êtes sur une table dans ACS, vous pouvez faire clic droit, utilisation, objet associé. Et ça vous donne tous les objets dépendants en fait, de la table sur laquelle vous avez fait le clic droit, ici. Donc là, je suis sur ma table des acteurs. Ça va me donner la liste en fait, donc, des contraintes, des journaux, des masques de colonnes. Si c'est une table historique, si c'est une table temporelle, eh ben, quel est le nom de la table historique associée. Donc tout ce qui est dépendant en fait, de la table en question. Pas uniquement les fichiers logiques, mais tout type de dépendance. On peut aussi le lancer par une fonction. Là, je l'ai fait par ACS, mais la fonction associée, c'est Related Objects. Donc, qui se trouve dans SysTools, elle aussi, et qui permet de voir les objets dépendants. On n'a pas tout à fait la même... on n'a pas les journaux. Toujours dans ACS, dans le Generate SQL, on peut maintenant aussi générer le DML. Donc là, ça va générer un select, là, un insert, un update, un delete, et puis là, ça va créer des procédures, en fait, qui vont me permettre de faire des inserts, des updates ou des deletes. Donc c'est assez pratique, vous voyez, là j'ai fait un select, votre select est tout prêt en fait, l'insert est tout prêt avec la liste de toutes les colonnes, donc, et avec les valeurs, vous n'avez plus qu'à remplacer en fait avec vos valeurs à vous, donc, ou vos noms de colonnes, donc, enfin vos noms de variables, pardon. Donc voilà, ça génère automatiquement les inserts, ça génère automatiquement les selects, les updates et les deletes, je ne l'ai pas fait. Et si vous passez par des procédures, eh bien, ça vous crée une procédure qui va faire le select, une procédure qui va faire l'insert, et après vous pouvez donc vous pouvez faire des calls de ces procédures. Donc là, ils sont allés assez loin, parce que si vous regardez dans le détail la génération de la procédure qui fait un update, ici je crois que je sais plus, non, qui fait un select, donc pardon. Il y a la gestion donc des messages d'erreur, il y a l'utilisation donc des codes locaux, il y a la possibilité donc à chaque fois qu'il y a une erreur, ça va imprimer l'erreur dans la job log. lprintf, c'est aussi un outil de SysTools qui est très pratique, ça permet d'envoyer vos propres messages dans la job log. Donc ça, c'est absolument génial, parce que quand vous visualisez la job log, vous voyez, en fait, vous pouvez vous en servir, pas forcément pour des erreurs, pour générer, en fait, des étapes, donc dans l'exécution de votre code SQL, si vous voulez générer des erreurs des messages dans la job log. Bon, voilà. Ça, c'est sorti il y a quelques semaines, là, je crois, enfin, je sais plus. Possibilité, donc, dans ACS, de regrouper. Donc là, vous voyez, j'ai deux sources d'ouvert. Et en fait, je peux les regrouper dans ce qu'on appelle un projet. Donc vous faites projet, save project, j'ai donné un nom à mon projet. Alors les sources que vous voyez là, c'est des sources qui pouvaient être dans l'IFS, c'est des sources qui pouvaient être dans un membre source, c'est des sources qui pouvaient être sur votre PC, peu importe, ils s'en fichent. Et après, quand vous allez ouvrir un projet, quand vous allez faire load project, ça va ouvrir tous les sources en fait, qui étaient associées à ce projet, quoi, tout simplement. Donc, voilà, et puis on va terminer avec VS Code. Je suis en retard, donc désolé, j'ai encore 4 slides à passer. Quand vous utilisez VS Code, il y a des choses intéressantes. Quand vous faites un select, vous pouvez faire précéder ce select par JSON de points ou par CSV de points. Et à ce moment-là, ça va générer automatiquement le flux JSON avec le contenu des données de la table, ou automatiquement un CSV avec le contenu des données de la table employée. D'accord ? Donc ça peut être assez pratique. Et puis, toujours dans VS Code, on a la possibilité de créer ce qu'on appelle des notebooks. Donc les notebooks, c'est assez sympa. C'est des fichiers de type .inb. Et dedans, vous allez pouvoir faire du texte, mettre du texte, et mettre du code. Et ce code, ça peut être du code SQL, du code CL, du script shell. D'accord ? Donc je vous fais voir, par exemple ici, j'ai fait, vous voyez, un petit notebook qui s'appelle application vidéo. J'ai une commande en langage de contrôle, CL, j'ai du texte, j'ai une requête SQL, et j'ai en fait un script ou une commande shell, donc dans l'IFS, ici, script shell. Et je peux exécuter tout ça, et là vous voyez, ça me crée en fait ce qu'on appelle un notebook, donc avec le texte que j'avais choisi, le résultat de ma commande en CL, le résultat de ma requête SQL, le résultat de mon script ou de ma commande shell. Tout ça est exportable, on peut l'exporter en HTML, et l'exécuter en HTML. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire des sorties graphiques. On ne le voit peut-être pas parce que là c'est assez flou, mais là j'ai mis barre de points, et puis mon select derrière. Là j'ai mis paille de points, et puis mon select derrière. Donc pour aller chercher la liste des employés, en fait. Donc, là j'ai mis barre de points. Et ça me génère automatiquement des graphiques, donc dynamiques, où je passe la souris, j'ai le détail dessus, rien qu'en mettant paille de points.
Et tout ça, c'est exportable en fait dans un HTML, une sortie HTML que vous pouvez sauvegarder sur votre PC. Vous double-cliquez sur le HTML, vous avez le résultat, c'est dynamique aussi. Vous passez la souris dessus, c'est assez top. Enfin, moi, je trouve ça quand même assez sympa de pouvoir faire ce type de sortie graphique directement, gratuitement en plus. C'est dans VS Code, quoi. Donc ça s'appelle les notebooks. Souvenez-vous aussi, avant-dernier truc et astuce, donc, que dans ACS, j'ai plein d'exemples, et dans VS Code, donc j'ai plein d'exemples qui sont fournis dans DB2, de DB2, pardon, sur du DML, du DDL, mais aussi tous les services IBMI. Donc voilà, il y a tous les services qui sont là, donc IBMI Services, les fonctions géospatiales. Donc il y a plein d'exemples qui sont fournis en standard. Ça, c'est valable dans ACS et c'est aussi valable dans VS Code. Et puis la dernière chose, c'est que si vous voulez en savoir un peu plus, parce que là on n'avait que quelques petites choses, il y a un très bon point d'entrée, c'est ce qu'on appelle le SQL Tutor. Donc ce sont Scott Forsty et Tim Rowe, à gauche et Scott Forsty, donc à Rochester, donc au lab de Rochester, qui font régulièrement des exemples SQL, des vidéos en fait, donc dans le blog qui s'appelle IC dans Common. Et il y a plein de choses intéressantes à récupérer ici, quoi. Je suis désolé, j'ai dépassé de 5 minutes. Si vous voulez en savoir plus, il y a plein de formations aussi. Il y a des workshops, il y a des formations. On fait une formation SQL avancée donc au mois de mars, là, si ça vous intéresse. Et puis il y a des workshops sur VS Code, sur le SQL avancé. J'arrête là, je suis désolé, j'ai dépassé. C'est un peu court.